Bonjour, alors nous sommes au 29e épisode, 29e chronique sur Ici et Maintenant, cette chronique qu'on appelle Maintenant ou Jamais. Je voudrais vous faire un peu la similitude entre ce qui s'est passé en 2007-2008, c'est-à-dire cet effondrement dont nous avons encore les conséquences, et ce qui va probablement se passer d'ici peu, d'après moi, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ça sera 3 ans maximum peut-être. En 2001, la Fed avait baissé son taux directeur à 1% parce que il fallait relancer l'économie. Mais elle l'a maintenu trop longtemps à un taux trop bas. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement la même chose actuellement. La Fed a laissé les taux, a émis beaucoup de monnaie, a laissé les taux très bas depuis 2 ans et commence maintenant à les remonter. Donc, en 2006, la Fed avait commencé, au début du mandat de Ben Bernanke, à augmenter son taux directeur et ce taux directeur est remonté à 5%. Cette hausse du taux directeur a entraîné un renchérissement des mensualités de remboursement des crédits immobiliers, car ces crédits étaient souvent à taux variable. Près de 3 millions de foyers américains ont été en situation de défaut de paiement et ont dû quitter leur maison, leur appartement ou même leur caravane parfois. Et tout ça, ces biens ont été remis en vente par les établissements de crédit. Et ça a eu pour effet de refaire chuter le marché immobilier en faisant baisser les prix. Donc, comme les prix ont baissé, les établissements de crédit qui avaient fait les crédits n'ont pas récupéré l'ensemble des sommes prêtées. Et ces établissements ont conservé les créances immobilières dans leur bilan, mais les ont regroupées dans ce qu'on a appelé à l'époque des véhicules de placement, pour les revendre en petits morceaux. Bon, on n'est pas sur l'immobilier actuellement, on est moins sur l'immobilier, mais on est aussi avec la Fed qui envisage de remonter les taux d'intérêt. Elle a déjà commencé, il compte le faire 3 fois en 2008, et là ce coup-ci c'est les financements de la bourse et des produits dérivés. Alors ces produits dérivés, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On a d'abord les dettes, la dette mondiale qui s'élève à 250 000 milliards de dollars, la dette mondiale, et puis les produits dérivés des banques qui atteignent un montant, suivant les avis, parce que c'est extrêmement difficile à savoir, suivant les avis, entre 600 000 milliards de dollars et 1 500 000 milliards de dollars. 1 500 000 milliards de dollars. 600 000 milliards de dollars, ça représente à peu près 10 fois le PIB mondial. 1 600 000 milliards de dollars, ça représente donc, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 25 fois le PIB mondial. Qui est à peu près de 70 000 milliards de dollars. Bon. Ça, c'est donc ce passif total mondial, c'est 25 fois le PIB mondial. Cette histoire de produits dérivés, elle n'est pas claire pour l'ensemble des gens. Ce sont des paris. Les banques, disons les parties spéculatives des banques, il y en a dans les banques, il y a des comptoirs qui reçoivent votre argent, qui émettent des crédits, qui reprêtent votre argent, mais il y a toute une partie des banques, de ces 28 banques systémiques, je crois qu'il y en a 30 actuellement, qui jouent sur les marchés. Mais elles n'ont pas d'argent. Les fonds propres de Deutsche Bank, les fonds propres de Deutsche Bank représentent 0,15% de ses engagements sur les produits dérivés.
Les fonds propres de Morgan Chase, ça représente 0,6% des montants qu'ils ont investis, joués sur les produits dérivés. Et pour Citibank, c'est à peu près pareil, mais on peut dire la même chose de la BNP, de la Société Générale, du Crédit Agricole, etc. Ces banques systémiques sont extrêmement dangereuses parce que elles n'ont pas aucun fonds propre qui correspond au pari qu'elles ont fait. Alors, les produits dérivés aussi, pour donner une idée, ça représente 1000 fois la valeur de l'or détenu par l'ensemble des banques centrales dans le monde. La valeur totale de l'or détenu par les banques centrales dans le monde, c'est 1400 milliards de dollars. Vous voyez, on est d'un côté 1400 milliards de dollars et de l'autre côté 1 500 000 milliards de dollars. Donc il n'y a pas d'or, il n'y a pas de garantie sur ces paris qu'on appelle les crédits défaut swaps. Il n'y a pas les garanties sur les dettes mondiales qui s'élèvent à 250 000 milliards de dollars. Et je rappelle que ces 250 000 milliards de dollars, c'est 2 fois plus que ça ne l'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la dette mondiale était aux alentours de 130 000 milliards de dollars, maintenant 250 000 milliards de dollars. Donc, je pense que de toute façon, les États ne pourront plus rien faire, les banques centrales ne pourront plus rien faire, et il va falloir que l'ensemble du système financier s'écroule pour remettre tout ça à zéro. Mais la question, on en a déjà parlé dans cette émission, la question est de savoir qui va reprendre le pouvoir quand tout ça se sera effondré. Les dettes que vous avez envers les banques seront toujours dues, ne vous faites pas d'illusions, les banques ne vous lâcheront pas, et si votre banque a fait faillite, seulement les actifs seront repris par les actifs, c'est-à-dire ce que vous devez à la banque, seront repris par les autres banques qui les reprendront. Et moi, ce que je crains le plus, c'est bien évidemment, là encore, à l'occasion de cette émission, je vous redis un petit peu ce que je crains le plus, c'est que derrière cet effondrement qui aura lieu, et auquel je vous conseille vivement de vous préparer, nous on essaye de notre côté je vous en ai déjà parlé aussi avec Humanum et SOS Mer, et derrière cet effondrement qui aura lieu et auquel je vous conseille de vous préparer, il est fort probable, bien sûr, je ne suis pas devin, mais il est fort probable que ce sera quand même des banques qui seront devenues encore plus grosses, encore plus puissantes, qui prendront la place des États. Il y aura peut-être encore une démocratie, il y aura peut-être encore le vote, mais de toute façon ça ne voudra plus rien dire. On l'a vu d'ailleurs dans les derniers votes en France ou ailleurs d'ailleurs, où les médias faisaient l'élection. Ces banques qui auront le pouvoir après cet effondrement, des regroupements de banques ou tout ce que vous voulez, ce seront les seuls, ils diront « Ah mais non, les États n'ont plus d'argent, les États, puisque les gens ne travaillent plus, il y a du chômage, etc. » À la suite de l'effondrement dont nous sommes responsables, mais ça ils ne le diront pas. Les banques seront responsables de cet effondrement, mais ils diront « Attendez, il n'y a que nous qui puissions qui avons la monnaie », tout simplement parce que les banques créent la monnaie, vous le savez. Il n'y a que nous qui avons la monnaie pour pouvoir payer les armées, pour pouvoir payer les fonctionnaires nécessaires, pour pouvoir payer la police, les juges, etc., etc. Mais vous allez être obligés de payer un peu plus. Nous n'accepterons plus, je me mets à la place de ce que diront les banques, nous n'accepterons plus les paiements en espèces parce que nous ne pouvons pas les taxer, donc tous les paiements deviendront électroniques ou scripturaux, mais plus de paiement en espèces. Vous voyez dans quel monde
on est parti en dehors même de l'effondrement proprement dit, qui durera sans doute plusieurs mois, je veux dire, avec des conséquences qui dureront plusieurs mois, conséquences de guerre civile, conséquences de difficultés énormes pour la population, comme ont déjà pu le vivre certaines populations dans certaines guerres civiles ou dans certaines guerres d'une manière générale, et comme continuent de le vivre les gens qui sont en Syrie, en Irak ou ailleurs. Dès que l'État s'effondre, ça devient impossible à gérer, sauf si, et c'est ce que je crains donc encore plus, sauf si les banques reprennent la totalité du pouvoir. Elles en ont déjà une bonne partie actuellement, mais il n'est pas impossible qu'elles prennent la totalité de ce pouvoir. Donc, de toute façon, préparez-vous, soyez prêts. Ce sera, je vous le disais, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou demain. Mais si vous n'êtes pas prêts, vous n'aurez pas de possibilité de, je ne vais pas dire de survivre, parce qu'on arrive toujours à survivre, mais la question c'est de savoir dans quelles conditions. Et si vous voulez des conditions correctes pour vos enfants, pour vos parents, si vous êtes entre les deux, pensez déjà au problème de médicaments, donc il faut stocker des médicaments. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre plus de 2 ou 3 jours, ou quelques jours, ou une semaine, ou quelques semaines sans ou bien de l'insuline, ou bien du lévothyrox, ou bien des trucs comme ça, ou bien des anti-allergiques, ou bien tout ce qu'on veut. Donc pensez à avoir de quoi, en tout état de cause, à tous les niveaux, que ce soit l'eau, l'alimentation, etc., d'avoir plusieurs semaines de manière à pouvoir vous retourner. Voilà, pour aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est difficile d'expliquer ces problèmes financiers. Enfin, le fonctionnement de la finance comme ça, sans répondre à des questions. C'est plus facile de répondre à des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt dans une 15aine de jours. Au revoir.